Bienvenue sur CamNews 24 et c'est l'instant consacré à l'actualité mondiale à travers international. Ghislain Cougan est toujours présent pour que nous décryptions et commentions l'actualité de la semaine. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'international. Vous l'avez indiqué, bien évidemment, je suis présent. Nous commençons tout de suite l'autre tour d'actualité avec cet accord politique interguinéen qui a été paraphé la semaine dernière par les différents acteurs de la vie politique nationale et les représentants de la société civile. Le consensus obtenu porte sur l'organisation des élections présidentielles libres et crédibles au mois d'octobre prochain. Un élément et on revient pour les commentaires. C'est un accord qui ouvre la voie à une élection apaisée en Guinée après plusieurs mois de crise politique. Les acteurs politiques guinéens ont paraphé un document de sortie de crise sous l'égide de la médiation de la CEDEAO, conduite par Mohamed Ibn Chambas. Les deux camps s'accordent ainsi sur les deux principaux points de discorde relatifs à l'organisation du scrutin présidentiel d'octobre 2015. L'accord qui vient d'être conclu après 2 mois de négociations permet une plus grande représentativité de l'opposition dans l'administration locale et envisage une réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Ça fait 2 mois, 2 jours, jour pour jour, que nous avons commencé dans cette même salle ces travaux. Ça a pris le temps que cela a duré, ça a pris le temps que ça a pris, mais nous avons abouti. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a également salué la signature de cet accord tant attendu. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, principal parti d'opposition, rappelle cependant aux autorités la nécessité de respecter les termes contenus dans le document. Le gouvernement de la République a une responsabilité au-delà de l'opposition. C'est à lui de veiller à ce que ce que nous avons trouvé comme accord soit appliqué et que ne passe pas à la prochaine réunion à expliquer pourquoi ce que nous avions ensemble décidé par consensus n'a pas été appliqué. Pour des analystes, le respect des différents points de cet accord relève de la responsabilité des deux camps. Plusieurs accords ont en effet été signés par le passé, mais les deux parties se sont souvent accusées de les avoir violés. S'il n'y avait pas la conclusion de cet accord qui est le résultat d'un compromis dynamique, il y avait de forts risques de boycott de l'élection, ce qui allait impacter sur la crédibilité du scrutin, même s'il n'y avait pas assez de candidats en tant que tels. Les Guinéens se rendront aux urnes le 11 octobre 2015 pour élire un nouveau président de la République. La tension politique à la veille de ce scrutin pourrait se décrisper avec la signature de cet accord qui engage les deux parties à la tenue d'une élection calme et apaisée. La Guinée a organisé sa première élection démocratique en 2010 qui a vu l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé, candidat à un second mandat. Alors, plantons le décor autour de ce sujet avec cette première question, Ghislain. Cette concertation qui a duré plus de 2 mois porte sur quoi précisément ? Elle portait principalement sur 3 éléments. Le premier élément est la révision notamment de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, également le nettoyage du fichier électoral et aussi notamment la tenue des élections locales. Parce que l'opposition, le parti au pouvoir et le gouvernement, si on veut, ne s'entendaient pas sur l'organisation, notamment la périodicité de l'organisation des élections locales. Le pouvoir voulait l'organiser après l'élection présidentielle, alors que l'opposition imposait, commandait, exigeait que les élections locales puissent se tenir avant l'élection présidentielle. Donc voilà les 3 points sur lesquels pouvoir et opposition débattaient depuis plusieurs mois déjà. C'est un 4e dialogue politique interguinéen. Est-ce que cela constitue le bout du tunnel ? Le bout du tunnel, on peut l'estimer, mais je pense que cela constitue un avancement ou alors une avancée significative dans la volonté du peuple guinéen d'aller vers des élections apaisées. J'ai très souvent fait comprendre sur ce plateau qu'en matière politique, si vous voulez, le consensus et le compromis sont des conditions ou alors des initiatives incontournables. Voilà qu'aujourd'hui, on a le sentiment, avec ce qui s'est passé, avec ce blocus finalement qui a été levé et qui permet d'appréhender l'avenir avec beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de calme. Maintenant, comme on l'a indiqué dans votre reportage, il convient à chaque partie prenante de faire ce
ce qu'elle a fait pour qu'on n'arrive pas au bain de sang, à l'escalade de la violence. Alors pourquoi l'opposition doute-t-elle encore de la volonté du camp d'en face d'appliquer ces conclusions? Ce d'autant plus que de l'autre côté, il y a un opposant, ancien président, qui est en exil jusque-là, et puis il sera aussi candidat et qui a même d'ailleurs signé des accords avec un parti d'opposition de ce côté-là. Le parti de Cellou Dalein Diallo. Voilà. Pourquoi est-ce que l'opposition doute de la volonté du pouvoir en place d'appliquer de manière intégrale les termes de l'accord qui a été signé? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on arrive justement à un consensus ou à un compromis. On espère simplement que cette fois-ci sera la bonne parce que on a vraiment piétiné, on a pris du temps et on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que l'élection présidentielle ne peut pas être reportée ou alors ne peut plus être reportée puisque la date est connue pour le 11 octobre prochain. Donc le temps, le timing amène les différentes parties prenantes à se conformer à ce qui a été signé. Maintenant, quand vous évoquez Moussa Dadis Camara, qui a essayé, qui a tenté de revenir en Guinée, mais qui a été bloqué d'ailleurs, qui est reparti au Burkina Faso, à Ouagadougou, précisément, où il est installé. Camara, lui, a fait alliance avec l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et c'est quelque chose qui n'a pas été apprécié par le pouvoir, notamment Alpha Condé, qui estime que Moussa Dadis Camara n'a pas encore exprimé, n'a pas encore été jugé pour ce qui s'est passé, notamment les morts au stade lors des matchs de football. Donc, il s'agit d'un élément qui aujourd'hui peut paraître comme un caillou dans la chaussure de Moussa Dadis Camara, mais on peut s'interroger pourquoi c'est aujourd'hui qu'il a décidé d'entrer en politique et surtout de soutenir Diallo, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on estime, qu'on découvre subitement qu'il y a une affaire pendante contre lui alors que cela remonte quand même depuis, je crois, beaucoup d'années aujourd'hui. Donc maintenant, pour ce qui est des éléments sur lesquels les parties prenantes sont entendues, il s'agit, on l'a précisé, la CENI, et à ce niveau, il est indiqué qu'on va nommer 2 membres de la commission qui vont émaner de l'opposition et puis on va essayer de toiletter le fichier électoral. La question se pose dans tous les pays, bien sûr, Adieu doit suivre mon regard, le fameux nettoyage du fichier électoral. Ça va se faire avec un comité de suivi qui a été mis sur pied, avec l'assistance technique qui va avec, et bien évidemment, quand on parle de compromis et de consensus, l'opposition a accepté la tenue des élections locales après la présidentielle, alors qu'au départ, elle ne voulait rien comprendre. On va arrêter avec l'opposition. Intéressons-nous maintenant au pouvoir en place. Alpha Condé a-t-il réussi à construire son État si l'on sentit un soutien multiforme que comptent apporter les puissances mondiales à la Guinée? Bien évidemment, je pense qu'à partir de ce compromis qui a été trouvé, c'est Alpha Condé qui sort grandi. Il a réussi et il n'a pas perdu la face puisqu'on maintient en réalité les élections locales après la présidentielle. C'est-à-dire qu'à partir du mois 2016. Et on sait très bien que ce qui a amené l'opposition à rester sceptique par rapport à ce calendrier, c'était qu'on estimait que si on va à l'élection présidentielle avec les représentants, qu'ils soient communaux ou les députés, on a le sentiment que ceux qui sont là sont les gens du sérail, les gens du président Condé, puisque depuis on n'a pas eu l'élection. Et donc automatiquement on estime qu'ils contrôlent cela. Alors donc quand on maintient les élections locales pour après la présidentielle, il sort gagnant. Et voilà qu'à partir de ce moment donné, non seulement il sort gagnant, mais en même temps, il a la légitimité, si on veut finalement, de la communauté internationale qui estime qu'il a su manœuvrer pour que l'opposition soit d'avis avec lui sur un ensemble de choses, même s'il concède de revoir, de reconfigurer la CENI. Espérons que tout ira pour le mieux d'ici octobre pour cette élection en Guinée. Rendons-nous à présent au Nigeria où le chef de l'armée de ce pays, le général Tukur Buratai, a échappé à une embuscade des éléments de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Une attaque qui est intervenue à la veille de l'arrivée du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon à Abuja pour y commémorer la meurtrière attaque de Boko Haram contre le siège de l'ONU en 2011 qui avait fait 21 morts. Alors, au-delà de cette embuscade manquée contre le chef de l'armée du Nigeria, quel aura été le menu des échanges entre Ban Ki-moon et Mohamed Bouhari? En fait, je pense que fondamentalement, le déplacement du secrétaire général des Nations Unies n'était pas
pour venir aider le Nigeria sur un terrain ou alors débattre d'un sujet qui préoccupe suffisamment l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest avec le Nigeria, en tout cas les pays qui sont des plus impliqués dans la bataille contre Boko Haram. Le secrétaire général des Nations Unies est venu commémorer notamment le massacre en 2011 devant du siège de l'ONU, massacre au terme duquel il y a eu 21 morts. Il venait donc justement à mission de commémoration pour l'ONU, dont il a juste profité. C'est vrai que le lien peut être fait, parce que ce sont les membres de Boko Haram qui ont commis ces attentats-là en 2011. Donc c'est à partir de ce moment qu'on peut estimer que l'auteur est le même, Boko Haram, et donc automatiquement les stratégies qui sont mobilisées, les mécanismes en matière de ressources humaines et matérielles vont être mobilisés pour une même cause, c'est-à-dire que détruire Boko Haram. Donc en réalité, il venait pour la cause des Nations Unies. Et le problème, c'est que, et vous l'avez évoqué, même quand il annonce qu'il vient, l'ONU, c'est quand même la plus grande organisation. Cela n'a pas empêché Boko Haram de frapper, notamment de vouloir frapper un très grand coup. Parce que c'est quand même le général Boko Haram aurait souhaité tuer le général, quelqu'un qui est très grand, pour montrer justement au secrétaire général des Nations Unies que non, Boko Haram est bel et bien là, malgré le fait qu'on annonce ce mouvement terroriste très bien diminué. L'on a envie de dire que c'est une visite pour rien au moment où l'on attend des actions fortes des Nations Unies dans la lutte contre Boko Haram, devenu État islamique en Afrique de l'Ouest. On ne serait pas attendu tout simplement à une visite de commémoration. Pourquoi pas une déclaration assez forte pour la lutte contre Boko Haram? Mais, M. Anizou, Boko Haram se fiche pas mal des déclarations. Ban Ki-moon, vous le savez, Ban Ki-moon est le secrétaire général des Nations Unies. Les Nations Unies sont à plus de 25% financées par les États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, avec Barack Obama, surfent sur la vague de la diplomatie, de la parlotte, si vous voulez. Il n'y a plus une Amérique due comme du temps de George Walker Bush, le frère Bush. Avec Barack Obama, c'est une Amérique qui préfère discuter, débattre, tourner en rond, si vous voulez, en matière de sécurité. Les États-Unis, avec Barack Obama, ne sont plus le garant de la sécurité mondiale en matière d'intervention. Que dis-je d'interventionnisme? Barack Obama, lui, il compose, il dialogue, il débat. Et donc, le secrétaire général des Nations Unies a débattu, a parlé, a fait la déclaration. Il a intimé à Boko Haram d'arrêter. Et ça n'a rien changé puisqu'il y a encore 2 jours, Boko Haram a frappé et il y a eu 5 morts et 20 blessés toujours à Damaturu, dans le nord-est du Nigeria. Comme pour dire, tu parles pour toi, comme on dit chez nous, nous on fait ce qu'on a à faire. Et il est intéressant de montrer aujourd'hui que Boko Haram est davantage plus dangereux. Pourquoi? Parce que Boko Haram se sent acculé dans ses derniers retranchements. Et un peu ce qu'on appelle chez nous un peu le sagat-sagat. Avant de mourir, Boko Haram veut faire le plus de mal possible aujourd'hui, qu'on estime que Boko Haram est en train de vivre ces dernières heures, en attendant que l'allégeance prêtée à l'État islamique soit validée et que sur tous les toits, on sache que véritablement il s'agit d'une aile du groupe État islamique. Au risque de faire de la répétition, mais il faut insister là-dessus, l'ONU ne prend aucun engagement autre que le soutien moral dans la lutte contre Boko Haram. Et pourtant, tout le monde entier se serait attendu qu'on ait aussi le déploiement des casques bleus et autres pour combattre Boko Haram. Oui, mais le déploiement des casques bleus va se faire. Déjà que le président François Hollande a demandé une rencontre avec tous ces pays qui sont directement liés à la guerre contre Boko Haram à Paris pour planifier un ensemble de choses. On ose croire que justement la France, ayant une place au Conseil de sécurité des Nations Unies avec d'autres vétos, va donc débattre et puis amener les uns les autres à de meilleurs sentiments pour qu'on puisse déplacer, pourquoi pas envoyer les soldats de l'ONU. Sauf que, comme vous précisez, j'ai indiqué tout à l'heure la venue, l'objet même de la visite de Ban Ki-moon au Nigeria. Je vous dis que Ban Ki-moon venait commémorer la mort des soldats des Nations Unies. Vous pensez qu'ils vont aussi accepter qu'on vienne tuer le soldat n'importe comment? Je vous comprends. Il y a une bataille grande. Boko Haram a des ramifications, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut des actions concertées. Et de ce point de vue, la force multinationale qui est mise sur pied aujourd'hui avec le Cameroun, vous le savez bien, le Tchad, le Nigeria, le Niger et même le Bénin, est quelque chose de bien. Attendons simplement que cette force soit déployée véritablement sur le terrain. Et je crois que Boko Haram va vraiment entendre passer cette force-là. Certainement que les Nations Unies ne vont plus se limiter à décrier, à faire des grandes annonces autour des attaques de Boko Haram. Il faudrait bien que cette organisation prenne position et nous partons ailleurs alors que la question de l'héritage entre les 53 héritiers d'Omar Bongo n'est pas réglée.
Le président gabonais Ali Bongo Ndimba a annoncé qu'il avait décidé de donner toute sa part de l'héritage de son père Omar Bongo Ndimba à la jeunesse gabonaise dans un discours prononcé à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de ce pays d'Afrique centrale. Reportage. 2 hôtels particuliers à Paris, dans les très chics 7e et 8e arrondissements. Ali Bongo les cède contre un franc symbolique à l'État gabonais. Ils seront affectés désormais à un usage diplomatique et culturel. Et une propriété familiale située à Libreville servira à l'implantation d'une université. Et ce n'est pas tout. J'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage, qui me revient, seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. L'annonce intervient alors que depuis 7 ans, 2 juges parisiens travaillent sur le dossier dit des biens mal acquis. Ils enquêtent sur le très important patrimoine, notamment immobilier, de 3 anciens présidents africains, dont Omar Bongo. Pour le porte-parole de la présidence gabonaise, la décision d'Ali Bongo pourrait changer la donne. En tout état de cause, si tant que ça a été mal acquis, c'est que ça appartiendrait donc à l'État gabonais. Et le chef de l'État gabonais décide de céder cela à l'État gabonais. Le problème devrait être clos à ce niveau. À 1 an de la présidentielle, l'avocat de Transparency International France, très impliqué dans le dossier des biens mal acquis, reste lui sceptique. Cette déclaration, facialement, peut être considérée comme un premier geste. Néanmoins, il faut rester extrêmement prudent. Il y a un calendrier politique au Gabon que chacun connaît. Il y a un calendrier judiciaire en France. Il y a une procédure qui avance et qui est susceptible d'aboutir à un certain nombre de mises en cause de personnes très proches du président gabonais actuel. La succession d'Omar Bongo, mort en 2009, compte 53 héritiers déclarés. Pendant plus de 40 ans, le père d'Ali Bongo a dirigé le Gabon et accumulé une grande richesse. La valeur des actifs identifiés dépasse plusieurs centaines de millions d'euros. C'est une annonce bien surprenante. Par ce texte, le clan Bongo aurait-il peur de l'issue de l'affaire sur les biens mal acquis? Non, je ne pense pas. Ce que vous dites est pertinent. Vous avez dit vous-même qu'il s'agit d'une annonce surprenante. Pourquoi elle est surprenante? Elle est surprenante parce qu'elle est inédite. Parce que Omar Bongo, le petit Bongo Ali, vient bousculer les habitudes établies. On a le sentiment aujourd'hui que l'héritage appartient aux fils des présidents, à leur descendance, et que l'héritage n'appartient qu'à eux et à eux seuls. Maintenant, voilà un président qui arrive au pouvoir, qui dit « je vais faire autrement ». C'est quoi faire autrement? Je vais partager ma part d'héritage avec la jeunesse, avec le peuple gabonais. Et ça surprend les autres. Et vous allez écouter tous les discours qui vont avec. Les interprétations vont bon train. C'est normal. J'écoute tout à l'heure dans votre reportage de M. Anizoua, je suis estomaqué, et j'écoute l'avocat de Transparency International qui dit qu'il y a un calendrier politique au Gabon et un calendrier judiciaire en France. Un calendrier politique, j'ai bien écouté, un calendrier politique. Et on parle du Gabon. Le Gabon, me semble-t-il, est situé en Afrique centrale, en Afrique. On parle d'un calendrier politique au Gabon, c'est normal, et un calendrier judiciaire en France. Ça pose un problème. Que l'on soit sceptique, on peut comprendre notamment la position des opposants gabonais, mais il reste que le geste d'Ali Bongo est un geste salvateur. Il est inédit. On n'a jamais vu ça. Il faut d'abord apprécier le geste dans sa magnanimité, dans sa symbolique. C'est quelque chose de bien. Maintenant, à partir du moment où il y a un contexte précis, il y a l'élection présidentielle qui arrive, on peut maintenant interroger l'opportunité d'une telle déclaration. Peut-être l'avocat de Transparency International fait cette déclaration à partir dès lors qu'il y a des affaires pendantes en justice, justement en France. C'est pour ça qu'il évoque le calendrier judiciaire en France. Oui, mais c'est le calendrier judiciaire en France. Mais qu'est-ce que... Je pense qu'il a reprécisé et... On a très bien fait dans ce programme de sélectionner la partie où le président Bongo intervient. Il dit sa part d'héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne parle pas de tout l'héritage du Bongo. Attends, monsieur Anizoua, lorsqu'un père décède, ses enfants, chaque enfant a une quote-part dans l'héritage. Alors, vous n'allez quand même pas me dire que tout ce qu'il y a comme héritage au Gabon appartient au peuple gabonais. Il y a quand même l'héritage du président en tant qu'individu, en tant qu'entité détachable de la fonction présidentielle qu'il exerce.
Et donc, Ali Bongo, en tant que fils du président, a droit, qu'on le veuille ou non, à une part d'héritage. Maintenant, je peux comprendre la préoccupation des uns et des autres sur déjà qu'il faut faire la lumière sur cet héritage-là, quitte à savoir qu'est-ce qui appartient aux enfants, qu'est-ce qui appartient au peuple gabonais. Et que c'est à partir maintenant de cette clarification qui va être faite que l'on pourrait davantage savoir de quoi est-ce qu'Ali Bongo parle, au lieu de commencer très tôt à lui faire un faux procès. Ali Bongo semble parler au nom de toute la famille Bongo. Ça voudrait dire qu'il y a eu un consensus préalable à cette annonce? Justement, il a fait part de ce qu'il a discuté. Plus de 50 héritiers. 53, comme on dit. Mais là, dans son reportage, il dit bien ma part d'héritage. Or, précédemment, on a écouté qu'il a fait part de ce qu'il a discuté. Non, je pense qu'il a discuté avec ses frères, avec ses autres héritiers, et leur a dit, voilà ma position par rapport à ma part. Ma part d'héritage en tant que président de la République gabonaise, je vais dédier cette part-là au peuple gabonais. Je pense qu'il devait informer, discuter avec ses frères, sa famille de cela. Ce n'est pas une décision, c'est une décision, c'est vrai qu'il lui revient, mais il convient de manière intéressante, de manière polie, d'informer les autres héritiers, dont on peut comprendre qu'il est pris sur lui de discuter avec cela auparavant, avant d'annoncer justement que sa part d'héritage, il va la partager ou la léguer au peuple gabonais, à la jeunesse gabonaise. Le peuple gabonais, de son côté, estime que cette déclaration n'a rien d'extraordinaire, ce d'autant plus que la restitution des biens ne revient qu'au peuple gabonais qui reçoit ces biens. Mais non, monsieur Anuzoa, ce n'est pas le peuple gabonais qui a dit cela, non. C'est une frange de la population gabonaise. Si vous interrogez le peuple gabonais, la plupart des jeunes ne peuvent que se réjouir d'une telle déclaration, d'une telle annonce. Il s'agit de l'opposition. Je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention. Le peuple gabonais ne s'est pas exprimé. Si on parle du peuple gabonais ici, on parlera du porte-parole du gouvernement, qui parle au nom du gouvernement. Et le porte-parole ne peut que se réjouir de cet acte de bravoure du président Bongo. Et il s'agit de l'opposition qui reste sceptique. Et le scepticisme de l'opposition se comprend, j'ai dit bien se comprend, dans une bataille, dans une guerre. Si on revient au Cameroun, j'ai eu à feuilleter récemment, en regardant quelques vidéos, je suis tombé sur une vidéo de l'actuel ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary. Et dans cette vidéo, on écoutait comment le ministre de la Communication parlait, quand il n'était pas encore au gouvernement, il parlait du pouvoir, du président au pouvoir. Croyez-moi, il y avait des mots très durs. Il a reconnu, en faisant part de ce qu'il s'agit de la politique. Et à ce moment donné, il était d'un bord politique, il parlait au nom d'un bord précis. C'est pour dire que la politique, c'est factuel, c'est factice, c'est cynique, c'est tout ce qui va avec. Alors, l'élection présidentielle au Gabon est prévue pour quand? Je pense que pour 2016, on va un an, 2016. 2016, c'est donc la campagne qui a commencé, on peut dire. Si vous voulez, c'est aussi ça la politique. La politique, c'est une affaire de... Il faut être malin. C'est une affaire d'opportunité, c'est une affaire de flair, c'est une affaire d'ingéniosité aussi, puisque c'est inédit. Si c'est pour frapper les esprits, je pense qu'il a réussi. Il a suscité le débat. Qu'on le veuille ou non, il a même quelque peu déplacé le débat. Et je pense que l'opposition gagnerait à rester lucide, à ne pas le suivre sur ce terrain-là, à aller commencer à apporter des jugements contre lui. Et c'est un terrain qui glisse, croyez-moi. Il n'y a pas beaucoup d'arguments à trouver pour contrecarrer Ali Bongo à travers une telle démarche. C'est d'autant plus qu'il a toute la jeunesse gabonaise derrière lui en ce moment, à travers ses déclarations. Et il représente lui-même, à partir de son âge, contrairement à ce qu'on voit partout, il est, si on le veut ou non, le porte-étendard d'une jeunesse qui peut prendre le pouvoir. Lui et le jeune président Kabila qui a 44 ans. Voilà. On va partir de l'Afrique. Allons maintenant en Asie. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont en discussion depuis quelques jours pour trouver une issue acceptable à la crise qui a placé la péninsule au bord d'un conflit armé. La genèse de cette nouvelle crise dans cet élément. Regain de tension en Corée. Pyongyang menace son voisin d'action militaire si Séoul ne cesse pas la diffusion de messages de propagande dans les 48 heures. Depuis 10 jours, des haut-parleurs géants retransmettent à la frontière des bulletins d'information sur le régime de Kim Jong-un pour démoraliser les soldats nord-coréens. Cet officiel sud-coréen explique que l'armée est en niveau d'alerte maximale et surveille attentivement les mouvements de troupes nord-coréens et qu'elle est prête à répondre avec force si les provocations continuent.
Cet ultimatum fait suite à un nouvel incident entre les deux frères ennemis. L'armée sud-coréenne a tiré jeudi des dizaines d'obus en direction de la Corée du Nord. Il s'agit de représailles aux tirs de roquettes nord-coréens qui avaient visé un haut-parleur un peu plus tôt dans la journée. Qu'est-ce qui serait à l'origine de ce regain de tension entre la Corée du Sud et son voisin homonyme du Nord? Je pense que cette énième tentative d'animosité entre les deux Corées s'inscrit dans ce qui se vit pour ce qui est des relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord depuis 1953. Il convient de préciser sur le plan historique que depuis 1953, vous savez qu'il y a eu une armistice entre dans les deux pays, c'est-à-dire d'une convention signée entre deux États belligérants en guerre, une convention de cessation d'hostilité. Donc de 1953 jusqu'à 2011, on a relevé 221 violations de ces accords, de cette armistice-là. Donc vous comprenez que c'est quelque chose qui est courant. Donc cette escalade de la violence vient s'ajouter à cela. Donc ce n'est qu'un nouvel épisode. Maintenant, ce qui a justement fait monter la mayonnaise, c'est le fait que les États-Unis, avec la Corée du Sud, aient fait quelques exercices militaires, notamment à la frontière, notamment en simulant comme ennemi la Corée du Nord et en pensant à l'effondrement du pouvoir nord-coréen. Et voilà, les Coréens sont énervés, ont voulu montrer à la Corée du Sud que non, nous avons du répondant, nous pouvons réagir. Et tout cela part également d'un incident survenu à la frontière des deux Corées, une mine qui avait sauté et la Corée du Sud a estimé que la Corée du Nord était responsable de cet incident-là. Donc voilà comment l'embrasement et je pense que l'inimitié entre ces deux Corées est perpétuelle. Chaque année, il y a des petites guéguerres entre les deux pays. Sauf que cette fois-ci, ça a pris un peu plus d'ampleur. Mais cette fois, c'est donc dire que c'est la Corée du Sud qui est l'instigatrice de cette provocation, étant entendu qu'elle a placé des haut-parleurs à la frontière, tout en faisant une campagne de dénigrement à l'endroit de la Corée du Nord. Non, la Corée du Sud réagit. Je vais vous dire qu'en début du mois d'août, il y a eu un incident à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, une mine qui a, je crois, explosé. Il y a eu quelques policiers sud-coréens blessés. Et la Corée du Sud a estimé que la Corée du Nord était responsable de ce qui se passe. Donc la Corée du Sud, lorsqu'elle brandit les haut-parleurs, c'est justement pour réagir. Et parce que la Corée du Sud n'a pas suffisamment de moyens. Vous savez, entre les deux Corées, la Corée du Nord est militairement plus forte, puis assiste que la Corée du Sud, vous le savez très bien. Et donc la Corée du Sud, manquant d'arguments pour réagir, a préféré mettre les haut-parleurs et puis se livrer à des propagandes anticommunistes contre la Corée du Nord. Et je précise également que ce sont les exercices militaires exercés à la frontière en simulant pour ennemi la Corée du Nord, qui a justement énervé la Corée du Nord, qui a voulu réagir à travers tout ce qui se passe. Alors les négociations ont commencé. Que peut-on actuellement attendre de ces négociations qui sont en cours? Les négociations ont abouti finalement à un accord parce que c'est quand même curieux et c'est peut-être même historique parce que la Corée du Nord a exprimé tous ses regrets à la Corée du Sud, dont une façon de reconnaître une responsabilité dans l'incident qui s'est produit notamment à la frontière et la Corée du Sud notamment va enlever ses haut-parleurs et ne va plus continuer à se livrer. Il n'y aura plus la fête au niveau de la frontière. Donc je pense que c'est toujours comme ça, il y a une Corée qui intimide une autre. On sait très bien que derrière ces deux Corées, la Corée du Sud et la Corée du Nord, il y a deux grandes puissances. Vous savez que la Corée du Sud est chapeautée par les États-Unis et la Corée du Nord par la Chine. Donc vous voyez, il s'agit de deux singletons qui se battent et vous avez deux géants qui sont derrière et qui les pilotent. Et comme on dit, quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui subissent. Alors, on va sortir de cette émission, mais avant, je voudrais qu'on prenne un sujet qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour. C'est juste une actualité en bref. Alors, le président Salva Kiir a finalement apposé sa signature au bas de l'accord de paix au Soudan du Sud. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire?
Je pense simplement que quand il est reparti sans avoir signé, en faisant part de ce qui reviendrait 15 jours plus tard, je pense que la communauté internationale a suffisamment pesé et les chefs d'État des pays qui sont dans la zone l'ont appelé pour débattre avec lui et la pression s'est fait davantage sentir parce que bien qu'il ait signé, il a fait part de ce que la signature d'un accord doit amener les différents parties prenantes à s'entendre. Il a signé l'accord avec des réserves. Vous sentez qu'il a subi, il était obligé parce qu'on aurait estimé que c'est lui qui bloque tout. Riek Machar a signé, le gouvernement a signé, on estime qu'il manque le président et il a été un peu contraint de signer avec des réserves bien évidemment pour qu'on estime pas que c'est lui qui bloque notamment le rétablissement de la paix au Soudan du Sud, ce pauvre pays qui souffre énormément. Au-delà de cette signature, il y a eu d'autres rebondissements. C'est des affaires que nous aurons à traiter dans notre prochaine édition. Ce sera la semaine prochaine. Mais entre-temps, on va se dire au revoir tout en remerciant Ghislain Kougan qui nous apporte toujours des bonnes informations sur le plateau d'International. Le plaisir est partagé, Donald. C'est terminé. Au revoir.